Dans cette vidéo, nous allons voir un exemple de réaction ionique. En l'occurrence, nous allons parler de la précipitation. Nous commencerons par revoir les notions de miscibilité et de solubilité, puisque nous allons utiliser des solutions qui seront dissociées, et que ces notions sont importantes pour comprendre la dissociation et la distinguer de l'immiscibilité ou de l'insolubilité notamment. Nous verrons ensuite ce qu'il se passe lorsque nous mélangeons deux solutions qui contiennent des molécules qui ont été préalablement dissociées, et puis nous tenterons de représenter en fait cette réaction de précipitation sous trois formes. Nous la représenterons d'abord avec un modèle moléculaire. Nous représenterons ensuite formellement cela sous la forme d'une équation chimique, et enfin nous prendrons quelques exemples de réactions de précipitation pour illustrer ce qu'il se passe concrètement au laboratoire. Nous avons vu précédemment que certains types de molécules sont d'accord de se mélanger, tandis que d'autres ne le seront pas. Prenons l'exemple des graisses. Donc ici, on a le triacylglycérol, un triglycéride, constitué principalement de liaisons covalentes peu polaires. Donc une molécule qu'on pourrait caractériser comme neutre sur toute son entièreté. Tandis qu'en face, nous avons de l'eau qui, elle, est polaire parce que cet atome d'oxygène porte une charge négative, tandis que les hydrogènes portent des charges positives, donc des liaisons qui sont plus fortement polarisées, et puis surtout un centre de charge qui déplace, qui montre un côté positif, un côté négatif. L'eau va donc pouvoir faire avec elle-même, avec d'autres molécules de son espèce, des ponts hydrogène. L'hydrogène d'une molécule va être attiré par l'oxygène d'une autre molécule, simplement parce que celui-ci est positif et celui-ci est négatif. Donc dans l'eau, on va trouver des ponts hydrogène, en l'occurrence par molécule, dans de l'eau liquide. Si on se souvient, on a à peu près 2 ponts hydrogène par molécule. En face, les triacylglycérols font avec eux-mêmes ce qu'on appelle des liaisons hydrophobes. Cette neutralité est attirée par la neutralité du reste, et donc quand on les met ensemble, ils vont pas se mélanger simplement parce que l'eau veut faire ces liaisons avec elle-même, et les triacylglycérols vont vouloir faire les autres liaisons avec eux-mêmes. Tandis que s'ils se mélangent, ces liaisons ne sont pas possibles, or ces liaisons sont stabilisantes. C'est pour ça que l'eau et le triacylglycérol ne se mélangent pas. Au contraire, si je prends du sucre, qui est une molécule qui a justement des endroits un peu polarisés, donc des endroits chargés positivement, négativement, etc., eh bien la molécule va petit à petit se dissoudre et puis se mélanger à l'eau de façon à faire d'autres ponts hydrogène que ceux qui étaient faits avant. Elle peut faire des ponts hydrogène avec l'eau, elle se mélange avec l'eau, c'est quelque chose qui est positif pour elle. Et donc on aura ici du sucre qui est dissous, tandis que l'eau et la graisse sont, eux, immiscibles. Il existe des solides particuliers qui non seulement se dissolvent dans l'eau, comme le sucre que nous voyons ici, c'est-à-dire que les molécules se dispersent dans l'eau, mais qui en plus se dissocient. On entend par dissocier, séparer les ions qui constituent la molécule. C'est le cas par exemple ici de l'AgNO3 qui est constitué de deux ions, l'Ag+, et le NO3-. Entre l'Ag+, et un des oxygènes du nitrate, nous avons une liaison qui n'est pas réellement physique, dans le sens où il ne s'agit plus d'une attraction, puisqu'en réalité, l'argent a cédé son électron à l'oxygène, puisque nous avons affaire à une liaison ionique qu'on appelle aussi électrovalence. De fait, lorsqu'on la met dans l'eau, eh bien, on va avoir non seulement une dissolution, c'est-à-dire que les molécules vont se disperser, mais en plus de cela, nous allons avoir une dissociation, c'est-à-dire que nous allons avoir les ions qui seront séparés par la molécule d'eau. Si on zoome un petit peu, eh bien, on va voir qu'autour du ion positif Ag+, eh bien, l'eau aura mis son côté
négatif, c'est-à-dire l'oxygène, tandis que autour de la partie négative du nitrate, eh bien, l'eau positionnera ces hydrogènes qui portent une charge positive. Donc de fait, nous avons ici quelque chose qui est séparable parce qu'une molécule d'eau peut se glisser entre les deux de façon à positionner son oxygène du côté plus et ses hydrogènes du côté moins. Il n'y a pas de réelle liaison dans le sens où il n'y a pas d'électrons qui gravitent autour de l'argent et de l'oxygène. Il n'y a qu'une liaison ionique, c'est-à-dire en fait une attraction après un échange d'électrons. On aura donc le nitrate d'argent aqueux qui est en réalité en solution, n'est pas du nitrate d'argent aqueux, mais du nitrate aqueux et du ion argent plus aqueux. On peut symboliser d'une façon ou d'une autre parce que comme on sait que ceci est un solide ionique, eh bien on sait que si on le met dans l'eau, en réalité on aura les ions dissociés qui vont apparaître. Lorsque l'on mélange deux molécules ioniques qui sont donc mises dans l'eau de façon à séparer leurs ions, il est possible de faire ce qu'on appelle une réaction ionique. Cette réaction ionique est en fait un réarrangement d'ions. Voyons un exemple ici avec le HgNO3 qu'on a déjà dissous, donc avec nos Ag+ et nos NO3- en solution, et avec l'acide carbonique qu'on va donc dissoudre, qui va relâcher en solution des ions H+, et des ions CO2-. Ça signifie en fait que si je mélange ces deux solutions, je vais avoir finalement devant moi un mélange d'ions avec les H+ et les CO3-, les Ag+ et les NO3-. Avant réaction, j'ai donc du nitrate d'argent aqueux et de l'acide carbonique aqueux. Je mélange, ces ions se déplacent et vont pouvoir se rencontrer. Il y en a qui ne vont pas s'approcher, en l'occurrence le Ag+ et les H+ ne vont pas s'approcher, ils vont se repousser, de même que le nitrate et le carbonate. Par contre, il y en a d'autres qui vont être attirés l'un par l'autre. En l'occurrence, le nitrate d'argent va pouvoir se reformer, mais une fraction de seconde, vu qu'il est soluble et ionique, les molécules d'eau vont recommencer à se glisser entre eux et défaire cette molécule qui a été refaite. De même pour l'acide carbonique. Par contre, il est intéressant d'aller rechercher ce qu'il se passe si on forme des nouvelles molécules. Sont-elles solubles ou pas? Parce que si mon H+ rencontre un nitrate, par exemple, est-ce qu'il va former quelque chose de soluble ou quelque chose d'insoluble? Parce que s'il forme quelque chose qui ne se dissout pas, eh bien à ce moment-là, on aura une réaction qu'on appellera une réaction de précipitation. En l'occurrence, nous formons ici de l'acide nitrique avec les H+ et les NO3- qui constituaient avant l'acide carbonique et les nitrates. On voit l'importance de ne pas écrire ici qu'on a deux H+, parce qu'un H+ suffit à neutraliser un nitrate. On forme donc de l'acide nitrique, il n'y a pas le 2 qui était ici, parce que chaque H+ a vécu sa vie dans la solution, et une fois qu'un H+ rencontre un NO3-, nous avons une molécule neutre, il n'y a plus de raison de rajouter des H+ dans cette molécule. Et puis, quant à savoir si cet acide nitrique est soluble ou pas, eh bien, on peut soit se référer à une table de solubilité, soit retenir la règle que sont toujours solubles les ions, les molécules qui contiennent des ions qui sont dans la colonne 1A, ou alors les molécules qui contiennent des ions qui sont formés d'azote, c'est-à-dire l'ammonium, NH4+, le nitrate, NO3-, et le nitrite, NO2-. Nous avons donc ici deux raisons d'avoir une molécule qui est soluble, puisque nous avons le H+, qui est dans la colonne 1A, et nous avons le nitrate qui contient de l'azote. Mais une fois que cette molécule est formée, vu qu'elle est soluble, eh bien en fait, elle se redissout. Et donc, elle relibère ses ions H+, et NO3-. Donc c'est comme s'il ne s'est rien passé. Les H+ ont rencontré les NO3-, mais ils se sont à nouveau dissociés, il ne s'est rien passé. On peut considérer qu'on est capable donc dans cette situation de créer une nouvelle substance, le HNO3, mais que celle-ci est aqueuse, et que donc nous avons des H+ et des NO3- qui restent en solution.
Si on regarde ce qui se passe si les Ag+ rencontrent les carbonates, eh bien on se rend compte que si deux Ag+ rencontrent un carbonate, nous pouvons former une molécule neutre, en l'occurrence du carbonate d'argent. On écrira cette formule donc Ag2CO3, et là aussi on voit que même si au départ la molécule neutre nitrate d'argent ne possédait qu'un argent, et bien ici on a besoin de deux argents pour former une molécule neutre carbonate d'argent. Cela signifie qu'on devra prendre deux molécules de AgNO3 pour former une molécule de Ag2CO3, mais ça on le verra plus tard. Pour l'instant on essaye juste de trouver la qualité de nos substances, de nos nouvelles substances créées, c'est-à-dire qu'est-ce qui les constitue. Et notre carbonate d'argent est composé ici de deux argents pour un carbonate. Ce carbonate d'argent, si on va dans la table de solubilité, eh bien on va se rendre compte qu'il est insoluble, donc c'est-à-dire qu'il va prendre une forme solide dans notre liquide, il va précipiter. Il va former ce qu'on appelle le précipité. Donc pour savoir ça, je vais soit dans la table de solubilité, soit si on m'a demandé d'apprendre des règles, eh bien je me rends compte qu'il n'a pas d'atome de la colonne 1A, ni d'azote, donc ce qui signifiera pour simplifier, qu'on va considérer qu'il est insoluble. Pour pouvoir indiquer qu'il est insoluble, on peut aussi utiliser une flèche qui va vers le bas, pour indiquer qu'il précipite, qu'il devient solide, de la même manière que parfois pour indiquer qu'on a affaire à un gaz, on indique une flèche qui va vers le haut. La méthode la plus correcte restant quand même d'indiquer l'état entre parenthèses, c'est-à-dire ici qu'on a affaire à un solide. Dans le cas d'un gaz, on mettrait un G. Concrètement, le précipité va se retrouver au fond du bécher s'il est plus dense, bien sûr, amassé sous forme d'une poudre. Il n'aura pas eu le temps de se mettre sous la forme de cristaux où les molécules sont bien organisées parce que la réaction se fait trop rapidement. Pour avoir une recristallisation comme on avait fait, qui est un changement d'état où on va créer un cristal, on sait qu'il faut aller très lentement et laisser la réaction se faire à son rythme. Ici, ça va trop vite, donc on va avoir une poudre, généralement, quelque chose qui est plutôt amorphe et qui n'aura pas une belle structure cristalline. Les ions NO3- et H+ vont rester en solution et vont être toujours donc dissociés puisque nous avons affaire à cette molécule qui est soluble. Cette équation qui indique la qualité et la quantité s'appelle équation globale équilibrée. Il arrivera qu'on utilise d'autres types d'équations pour représenter cette réaction chimique, mais c'est encore plus laborieux à écrire, donc on prendra cette option le moins souvent possible en fait. Malgré tout, je vous les présente ici parce qu'elle représente bien ce qui se passe dans la solution. En l'occurrence, il existe l'équation ionique. Alors l'équation ionique, vous repartez de l'équation globale équilibrée et vous tenez en compte que le AgNO3 n'est en réalité pas du AgNO3, mais qu'il s'agit de Ag+ et de NO3-. Donc vous allez indiquer que vous avez des Ag+ et des NO3- qui sont en solution. Et puis vous n'oubliez pas bien sûr que si il y a deux molécules, eh bien il y a deux Ag+, mais il y a aussi deux NO3-. C'est souvent ce deux-là qu'on oublie. On va faire la même chose pour l'acide carbonique, puisque l'acide carbonique est aussi sous forme ionique, et on va faire la même chose pour l'acide nitrique, puisqu'il est aussi sous forme ionique. Il ne restera sous forme moléculaire, en fait, que le carbonate d'argent, qui lui est un solide et qui donc n'est pas sous forme dissociée en solution. De nouveau, pour se simplifier la vie, on peut très bien enlever tous les symboles aqueux et puis remplacer le solide par une petite flèche vers le bas. Ça simplifiera aussi l'écriture. C'est de nouveau toléré, mais en réalité, si vous ouvrez un livre, c'est pas cette écriture-là que vous pourrez retrouver. Ce qui est intéressant avec cette écriture, c'est qu'elle va nous montrer qu'en réalité, lorsque la réaction a lieu, eh bien, il n'y a que deux ions qui vont réagir.
c'est celui-ci et celui-ci. C'est-à-dire que celui-ci et celui-ci, il leur est rien arrivé. Ils sont comme au départ, finalement, ils sont en solution et dissociés. Et donc, du coup, pour représenter ceci, on pourrait enlever ces ions qu'on dit spectateurs. Le nitrate, il ne lui est rien arrivé. Et puis, eh bien, l'hydronium, il lui est rien arrivé non plus. Donc, du coup, on peut les supprimer de cette réaction, finalement, comme dans une équation mathématique. On enlève à gauche et à droite. Et ce qu'on va observer, c'est qu'en supprimant les ions spectateurs, on va voir vraiment ce qui se passe dans cette réaction. C'est-à-dire qu'il y a des Ag+, qui ont rencontré des CO3 de moins, et qui ont formé du Ag2CO3, du carbonate d'argent. C'est ce qu'on appelle l'équation ionique réduite, et c'est intéressant parce qu'elle montre vraiment qui a réagi, et finalement, dans mon équation au départ, ici par exemple, j'avais de l'acide carbonique, mais si j'avais eu du carbonate de sodium, en réalité, j'aurais observé la même précipitation. Peut-être que la couleur aurait légèrement changé si le carbonate de sodium n'avait pas tout à fait la même couleur que l'acide carbonique, etc. Mais la couleur du précipité, elle n'aurait pas changé. L'apparition du précipité n'aurait pas changé. Ça, c'est une chose qui restera toujours de la même qualité. Si ce précipité, le carbonate d'argent, est blanc, eh bien, quels que soient les produits de départ que j'aurai toujours un précipité blanc à l'arrivée. Vous avez donc sous les yeux trois types d'équations qui peuvent représenter le phénomène que nous avons décrit ici de précipitation du carbonate d'argent. L'équation la plus utilisée restera l'équation globale qu'on utilisera pour décrire ce phénomène. Gardez toutefois vraiment en tête que dans cette équation globale, il y a des ions en réalité qui sont cachés derrière et que nous n'avons pas des molécules si ce n'est pour le carbonate d'argent ici. En résumé, nous sommes partis avec du nitrate d'argent qui était dissous dans l'eau, donc qui se trouvait sous forme de ion. Nous sommes partis avec de l'acide carbonique qui était dans l'eau, donc dissous sous forme de ion. Nous avons fait une réaction qui a créé notamment de l'acide nitrique, mais cet acide nitrique est soluble, et donc est dissocié dans l'eau. Par contre, lors de cette réaction, nous avons créé du carbonate d'argent qui, lui, est insoluble. En l'occurrence, il est solide, c'est un précipité. C'est pour ça qu'on appelle cette réaction la précipitation. Ces ions se précipitent au fond de l'éprouvette parce qu'ils ne sont pas solubles. On a vu que pour créer ce carbonate d'argent, il fallait garder en tête que nous avions besoin de 2 nitrates d'argent. Par contre, nous n'avons besoin que d'un acide carbonique. Lorsque nous faisons cette réaction, donc nous avons au départ 2 nitrates d'argent et un acide carbonique. Du coup, ça veut dire que nous avons 2 ions nitrates qui vont rester en solution avec 2 ions H+, ce qui va nous permettre de former 2 HNO3+, qui resteront dissociés en solution. Si avant notre équation ne nous donnait que l'aspect qualitatif, c'est-à-dire la qualité, on pouvait expliquer que lorsque le nitrate d'argent rencontrait l'acide carbonique, eh bien on formait de l'acide nitrique et du carbonate d'argent. Maintenant, nous avons aussi un aspect quantitatif, puisque l'on sait que l'on a besoin de 2 nitrates d'argent pour réagir avec un acide carbonique et former 2 acides nitriques et un précipité Ag2CO3. Il arrivera que pour se simplifier la vie, on n'écrive pas systématiquement aqueux et puis solide en parenthèse, mais qu'on n'indique rien pour aqueux et qu'on remplace le solide par une petite flèche. C'est une écriture simplifiée qui est tolérée, mais dans les livres, vous trouverez l'écriture précédente. Voici ce qu'on observera au laboratoire. Vous avez avant réaction 2 solutions qui sont incolores, transparentes et incolores. Et puis, lorsqu'on mélange ces 2 solutions transparentes incolores, on obtient un précipité un peu jaunâtre et puis une solution qui reste toujours incolore. Dans la solution, on va trouver les ions H+ et NO3- qui sont dissous et dissociés, d'où le côté transparent. Et le côté ici opaque est dû à la présence d'un solide, donc d'un précipité, qui est le carbonate d'argent.
Gardez en tête que dès que l'on a quelque chose qui n'est pas transparent dans une solution, c'est que nous avons affaire à quelque chose qui n'est pas dissous. Et donc si vous hésitez lors de l'observation dans une éprouvette d'une réaction, à savoir si vous avez ou non une précipitation, si vous avez quelque chose qui devient ne serait-ce que un peu opaque, c'est que vous avez affaire à un précipité, même si vous n'arrivez pas à distinguer, comme on arrive ici par exemple, à distinguer vraiment les particules solides formées, du moment que vous ne voyez pas à travers de la solution, c'est que c'est pas entièrement dissous.